Moi, je ne connaissais pas du tout les lévriers. Pour moi, c'était l'image du Moyen-Âge, des chiens qui dormaient au coin du feu et qui chassaient la journée et qui étaient tout maigres, mais je ne savais rien d'eux. Avant, je me disais c'est simplement du chien de course, c'est pas du chien de compagnie. Mon mari, lui, les trouvait pas beaux et pas attirants tellement ils étaient maigres. Puis, il m'attirait pas plus que ça, quoi. C'est vrai, vous voyez des chiens maigres. Je voulais pas de lévrier. Déjà, j'aimais pas les gros chiens. Et puis un lévrier, je trouvais pas ça beau. Moi, je ne connaissais pas du tout les lévriers. Pour moi, pas de c'était lévrier. l'image du Déjà, j'aimais Moyen-Âge, les des chiens qui puis dormaient un au coin du lévrier, feu, je qui chassaient trouvais pas pas les ça chiens, beau. tellement ils C'est pas du étaient chien maigres, je ne savais maigre. rien d'eux. Première immersion dans le monde des lévriers d'Espagne. Première rencontre au col des Bagenelles, dans une ferme-auberge, juste avant la promenade canine organisée par l'association Lévrier Galgo-Lorraine. Elle a été bonne pour la chasse pendant 2 ans et au bout de 2 ans, elle n'était plus suffisamment performante et ils ont voulu s'en débarrasser. Elle était enduite d'huile de vidange destinée à être brûlée. Elle a eu l'oreille coupée, elle a quelques marques de coups de couteau. Almendra est une magnifique galga, encore craintive avec les inconnus. Tremblante, elle fuit mon regard et celui de la caméra, mais cherche celui de son adoptante, dont la tendresse la rassure peu à peu. C'est à elle à faire le premier pas. On a mis 1 an à la rassurer, il y a une remise en confiance, puis c'est parti. Puis moi, je peux même la lâcher maintenant. Elle court toute seule dans la campagne et adorable comme tout. Il est temps de partir. Tous les chiens sont invités. Certains viennent d'Allemagne ou de Belgique. L'essentiel, partager sa passion canine dans une ambiance chaleureuse. Il est important de socialiser le chien et l'humain. Et ton enveloppe, elle est où? C'est aussi l'occasion pour l'association de vendre produits et gadgets faits main en tout genre. Un autre mug. Ah, ça c'est... Le 3, c'est une bougie. Ah, merci. On entend des histoires incroyables sur les chiens et leurs adoptants. Suite à un AVC, un homme a plongé dans une profonde dépression dont aucun professionnel ne parvenait à le sortir. Seule une rigoureuse galgothérapie menée par son propre galgo lui a redonné goût à la vie. En même temps, la joie de vivre d'un chien, c'est quelque chose. Chaque couple homme-chien vit une aventure unique et, semblerait-il, formidable. Non, elle veut pas. Elle veut aboyer, mais elle veut pas faire le lit. Il n'y a que le Gilles qui arrive en dehors de nous. On ne connaissait pas du tout le caractère du lévrier, c'était plus effectivement esthétique. C'était contrairement à pas mal de gens qui n'aiment pas ces chiens-là parce qu'ils disent qu'ils sont trop maigres et tout ça. Nous, on allait la chercher chez Christelle. Et quand on est arrivé, donc elle avait ramené plusieurs galgos et elle les a tous fait sortir. Et en fait, nous, on savait quel chien on allait avoir. Mais quand on est arrivé que tous les galgos sont sortis, la seule qui est venue vraiment vers nous, qui a fait le tour des 3, donc qui s'est arrêtée à côté de chacun de nous, donc mon mari et ma fille et moi, c'était elle. Donc elle s'est arrêtée, elle est venue contre nous se faire caresser, elle a fait les 3 et puis c'était assez émouvant parce que, comme je dis, nous autant on savait que ça allait être notre chien, autant elle le savait pas, elle ne pouvait pas le savoir. Et vraiment, elle a été attirée par nous. Je crois qu'elle a tout de suite compris que sa famille, ça allait être nous. Bon, c'est des chiens qui sont vraiment adorables. On dit toujours c'est des gros chats dans la maison. C'est des chiens qui aiment bien dehors se dépenser, qui aiment bien courir, jouer, sauter. Mais par contre, dans la maison, c'est des chiens qui se posent à un endroit. Et puis, dans la mesure où vous bougez pas, où moi je bouge pas, elle bouge pas. Mais c'est vrai que ça a un super caractère. En plus, c'est des chiens qui n'aboient pas. Ça, c'est appréciable dans une maison. Ou même quand on se promène, elle aboie que quand elle a besoin de quelque chose.
c'est pas agressif, bon, après c'est demandeur de beaucoup de caresses. Depuis l'Espagne, elle avait été adoptée en France une première fois et que ça s'était pas bien passé du tout. Puisque les gens soit l'enfermaient dans un placard, soit l'attachaient à l'extérieur. Comme dit Aline, elle servait de sonnette. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais regretté. C'est même au-delà de ce qu'on imaginait. On n'a jamais eu aucun problème avec. C'est que du bonheur. Un maloute, un ma pète, viens voir. Que du bonheur. Oh, manouche. Trêve de bavardage, il est temps de passer à l'action. Les lévriers sont tenus en laisse car ils sont trop bons chasseurs pour être lâchés dans la forêt, et certains restent fugueurs. Très sociables, ils apprécient comme la plupart des chiens la compagnie de leurs congénères, et ça tombe bien, car de nombreux adoptants tombent sous le charme de leur premier galgo et ne s'arrêtent pas là. Moment détente à un point d'eau. Certains ne se gênent pas pour jouer les facochères. Mais les lévriers restent plutôt maniérés sur ce coup-là. Non, ils sont là-bas, les... Non, il y a... La balade n'est pas que synonyme de jeu et de rencontres cocasses. Il s'agit d'un véritable challenge pour les récemment adoptés comme ce tout jeune Podenco. Retour à la case départ. Fatigués, même les plus stressés oublient d'être timides et se couchent là où ils sont, sans autre forme de procès. Elle essaie de se mettre... Elle est fatiguée aussi, hein. Même Almendra se laisse aller. Mais nous, on n'est qu'à deux. Ah, donc il faut réduire pour qu'il y ait plus pour les chiens. Promenade avec l'association Lévriers sans frontières à Montirandère. Comme les autres, elle vit de dons et des ventes de sa boutique. Elle vient en aide à plusieurs petits refuges en Espagne et organise régulièrement des remontées de galgo et podenco. Le prix d'adoption est loin de couvrir les frais vétérinaires de stérilisation-vaccination, la puce, le passeport, le test maladie méditerranéenne, les opérations lourdes et amputations parfois incontournables, et surtout le transport des chiens du sud de l'Espagne au nord de la France. Sans compter l'inscription du chien sur le fichier français, le vermifuge et l'antipuce, le contrôle sanitaire effectué à chaque remontée de chiens. Pour un sauvetage de 30 chiens, l'association avance environ 10 000 €. C'est un concours ou c'est... Non, c'est une balade pour présenter notre association puis nos chiens. D'accord. Bon bah c'est bien, on a distribué un peu de flyers, on verra bien. Les chiens très mal en point peuvent être parrainés afin d'aider Lévriers sans frontières à les soigner, comme Arnold récemment arrivé. Il se serait rongé la patte pour se libérer de ses entraves. Il a été emmené dans cet état dans une Pereira, refuge espagnol, où il devait être euthanasié au bout des 12 jours de délai sanitaire, sans soins. Ce genre de Pereira est municipal, affilié à l'État, mais ne tient pas à jour les entrées et sorties de chiens pour ne pas alourdir le bilan annuel publié par les sociétés de chasse, bien différent des statistiques des associations de protection des animaux. Les galgueros, les chasseurs, occupent parfois des postes importants au sein du monde politique et de la Guardia civile et ne sont absolument pas inquiétés pour leurs actes. La présidente Odile Brochot parle de son combat pour les galgos. On a une petite chaîne en plus autour du cou et tout. Ce sont des chiens qui n'ont aucun statut en Espagne, hein, donc ils sont abandonnés, martyrisés.
Les chasseurs et les gitans qui s'occupent des courses à Paris d'argent les élèvent massivement, font de l'élevage clandestin. Ce sont des chiens à la fin de chaque saison de chasse qui sont soit tués, soit abandonnés, soit martyrisés, pendus de façon à ce que les pattes arrière touchent le sol, pour que leur agonie soit lente. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé l'Évrier sans frontières dans ce combat depuis 10 ans. C'est au niveau politique, en fait, la chasse est très ancrée, surtout dans le sud de l'Espagne. Et en fait, les gens trouvent tout à fait normaux que ces chiens soient martyrisés, qu'ils soient mis en Pereira pour être euthanasiés. En fait, même les gens du peuple ne sont absolument pas sensibilisés par cette cause. Ça commence un petit peu à bouger, hein. Il y a des associations qui se sont créées, il y a des refuges qui accueillent les chiens, et donc ça commence un petit peu à bouger, mais il y a encore beaucoup de travail. Le lévrier particulièrement est vraiment abusé, quoi. C'est l'horreur en fait. Ce sont des milliers de lévriers qui sont massacrés par an. Tous les ans. On compte environ 50 000 galgos massacrés chaque année en fin de saison de chasse. À savoir que ce sont des chiens qui vivent dans des conditions épouvantables, qui ne sont absolument pas nourris, qui vivent dans des hangars, dans des caves, qui sont battus régulièrement, qui ne sont pas soignés quand ils sont malades, donc qui meurent, qui agonisent bien souvent et qui meurent de maladies, de maltraitance, de faim. Voilà, donc on récupère des chiens dans des états épouvantables. Le but, c'est effectivement de redonner une vie confortable à ces chiens qui ont souffert des années durant. Parce qu'il faut savoir que les chiennes qui reproduisent sont enfermées dans des caves, dans des hangars, vivent dans des conditions terribles. Elles ne sont pas nourries et elles sont vraiment, pour ces chiennes, c'est le goulag pendant des années et des années. Moi, je vais sur place. Je fais des sauvetages et vraiment on trouve des chiens qui vivent dans des conditions déplorables. Ce sont des chiennes qui ne sont absolument pas nourries, qui sont battues et qui ne font que reproduire. En fait, elles reproduisent pour procurer du sang neuf aux chasseurs parce qu'ils ne chassent qu'avec des jeunes chiens. Ils les utilisent jusqu'à l'âge de 2-3 ans et ensuite, quand ils sont plus performants, ils s'en débarrassent. D'accord. Donc ils renouvellent tout le temps leur cheptel en fait. Les chasseurs ont des meutes de 10, 15... 20 voire 30 chiens. Ils font de l'élevage, donc ils utilisent que les bons sujets et les autres ils s'en débarrassent. En fait. On peut aider l'association en prenant un chien en accueil, ça c'est super, parce que ça nous permet de remonter des chiens d'Espagne, de les sociabiliser en famille d'accueil et de les proposer à l'adoption ensuite. Après, bien évidemment, on peut adopter. En adoptant, on sensibilise aussi l'opinion publique, c'est-à-dire que quand on a un galgo, on en parle autour de soi et voilà, c'est la boule de neige qui fait qu'un jour on espère pouvoir venir à bout de ce problème en Espagne. Et enfin, par exemple, une action comme aujourd'hui, de faire une balade avec tous ceux qui ont adopté des chiens, en quoi c'est important de faire quelque chose comme ça ? C'est important déjà pour nous parce qu'on se retrouve et c'est très sympathique. Et puis c'est important aussi parce qu'on rencontre du monde. Aujourd'hui, c'est le festival de la photo animalière. Donc on rencontre des gens qui sont quand même attirés par le groupe de lévriers. Parce que je sais pas, là, il y a peut-être 50 chiens environ. Donc des gens qui sont attirés par ces chiens, qui nous demandent des renseignements. Ça nous permet de distribuer nos petits flyers, de parler du martyre des galgos et peut-être par la suite de concrétiser des adoptions avec les gens qu'on a rencontrés. Quand on propose un chien à l'adoption, des personnes nous font une demande d'adoption, on vérifie tous les foyers, nous déjà. Donc on se déplace. Et ensuite, on suit tous nos chiens, c'est-à-dire qu'on prend des nouvelles des chiens qu'on a fait adopter régulièrement. Et bien souvent, ça se fait tout seul parce que les gens restent très liés à l'association en fait. Donc nous donnent des nouvelles volontiers, viennent nous voir quand on organise des balades, des animations. Enfin, c'est une grande famille en fait. Après. Voilà. Parce que les gens qui adoptent un galgo sont de toute façon sensibilisés par la cause. Ce sont des chiens qui vivent très bien, qui s'adaptent très bien en famille, qui sont très doux, des chiens qui sont merveilleux. Enfin bon, voilà, c'est pour ça que j'en ai 10. D'accord. Ceux que j'ai là avec moi sont des chiens qui sont marqués physiquement. Celle-ci, par exemple, Thelma, c'est une chienne qui n'a plus de dents, qui a eu la mâchoire fracturée. Vous voyez ?
Donc voilà, elle a eu des lésions au niveau du cerveau. Celle-ci, elle a été battue, elle a des troubles neurologiques. Donc elle tremble constamment. Ouais. Celle-ci, elle a été amputée. On l'a trouvée il y a quelques années déjà avec une patte complètement gangrénée, donc elle a été amputée. Peu de personnes font la démarche d'adopter des chiens comme ça. Il y en a, bien heureusement. Hein, après, il y a aussi des chiens qu'on ne voit pas ici aujourd'hui qui sont très traumatisés psychologiquement. Hein, donc les chiens qui ont subi la torture. Donc ce sont des chiens qui sont très très craintifs, hein, qu'on met des années à resociabiliser. Donc ces chiens-là aussi ont besoin vraiment de trouver des familles en France en fait, parce que ce sont ceux qui ont le plus souffert. Hein. En Espagne, dans le code pénal, le galgo n'est pas un animal de compagnie. Utilisé dans les courses à Paris et surtout pour la chasse, il subit des tortures inimaginables, dans un pays voisin, tout près de chez nous. La traditionnelle pendaison des galgos n'est qu'un moyen parmi d'autres, trouvé par le galguero, pour laver son honneur entaché par l'animal dans le sang. Le galgo doit souffrir, il ne mérite pas une balle. Il peut être brûlé, poignardé, battu à mort, jeté dans un puits ou traîné derrière une voiture. Ceux qui sont simplement abandonnés sont presque chanceux. Leur calvaire dure toute l'année, même si la fin de la saison de chasse, en janvier-février, est particulièrement meurtrière. Pour acquérir vitesse et endurance, les galgos peuvent encore être attachés derrière un engin motorisé, qu'ils doivent suivre s'ils veulent survivre. Les perdants des concours de chasse au lièvre subissent une torture dont la souffrance est proportionnelle à leur performance. Livrés à eux-mêmes, ils peuvent redevenir sauvages, se nourrissent dans les poubelles, affaiblis par les parasites et les maladies. S'ils sont récupérés par la police, ils finissent dans une pérera, euthanasiés, gazés. Les reproductrices sont exploitées jusqu'à ce qu'elles ne soient plus en âge de mettre au monde. Elles sont alors torturées et tuées. Voilà pourquoi les galgos sont massivement élevés en Espagne. Le lévrier, ce chien victime de préjugés dans certains pays et de tortures dans d'autres, accompagne l'homme depuis des temps immémoriaux. Dès 4500 ans avant notre ère, des peintures rupestres attestent de sa présence auprès de l'homme pour la chasse. En Égypte, le dieu des morts Anubis, qu'on connaît avec sa tête de chacal, est aussi représenté avec une tête de lévrier. Très appréciés pour leur vitesse et leur habileté à la chasse, ils se répandent dans le monde et sont aussi utilisés dans des combats d'arène contre d'autres animaux. Différents élevages et croisements aboutissent aujourd'hui à 45 races de lévriers dans le monde entier, dont 13 sont officielles, reconnues comme races de chasseurs, bergers ou chiens de garde. C'est à tous ces chiens que l'association Les Amis des Lévriers rend hommage dans ses régulières expositions dans des événements comme les fêtes médiévales, ici à Montbéliard. Nous avons fait une exposition donc, sur le lévrier à travers l'art et l'histoire, tout un exposé donc, sur les différentes races, une partie historique, une partie héraldique, une partie peinture, mosaïque, puisqu'on retrouve l'effigie du lévrier dans tout type de support. Informer et sensibiliser, tel est le but de leur reconstitution historique. Il y a deux grandes époques. C'est l'époque des pharaons, hein, puisqu'on a trouvé les premières traces de pharaons dans les mastabas de Gizeh. On a vu aussi un peu plus tard, 2600 ans avant Jésus-Christ, où les premiers salukis ont été trouvés à l'état de momie. Malheureusement, pour ces merveilleux chiens, quand un pharaon décédait, le chien était inhumé de la même façon. Voilà, donc toutes ces recherches historiques nous ont aussi amené à parler de l'époque médiévale, parce que posséder un lévrier, c'était réservé qu'aux nobles. Un gueux qui avait un lévrier, c'était très mal vu, il pouvait être puni, il pouvait avoir son chien mutilé. Les ecclésiastiques aussi ont une mauvaise image du lévrier, parce que le lévrier pour eux colportait la mort, apportait la peste. Voilà, c'était une idée fausse.
Donc eux-mêmes ont dit c'est une émanation. D'ailleurs, vous pouvez voir là sur ce document une représentation imagée du diable, donc à l'effigie d'un lévrier. Le paradoxe, c'est que si au début du Moyen-Âge, ils ont tout fait pour éradiquer le lévrier dans toute la France, vers la fin du Moyen-Âge, c'est eux-mêmes qui les ont réintroduits. Les ecclésiastiques sont eux-mêmes des chasseurs. Ils ont apprécié le courage, la fidélité et puis aussi ces techniques de chasse et ce taux de réussite à la chasse, puisque le lévrier a un taux de réussite à la chasse qui avoisine les 40%, alors qu'un chien classique courant, c'est du 15 à 18%. Et puis est revenu aussi des lévriers qui avaient été exportés dans d'autres pays, et on doit aussi le retour du lévrier en France grâce à Saint-Louis, qui au cours d'une croisade en 1254 donc, a rapporté le lévrier afghan. Les siècles qui suivent voient la valeur et le prestige du lévrier s'affirmer. Utilisé comme chien de chasse, de guerre et de compagnie, il est choyé par les rois et vanté par les seigneurs de nombreux pays. Ainsi, Charles VI emmène ses lévriers en pèlerinage et fait chanter des messes pour eux afin de les guérir de la rage. Charles VIII fait dormir ses lévriers sur son lit couvert de lin pour l'occasion et leur fait porter des colliers de velours. Phœbius ne tarit pas d'éloges sur le lévrier, le qualifiant de courtois sans traîtrise, obéissant à son maître, volontiers gracieux en toute manière. Après, il va y avoir une autre époque difficile pour le lévrier en France, puisque Louis XIV ne veut plus entendre parler des lévriers et il va quasiment l'éradiquer et le remplacer par du chien de chasse classique, du chien de chasse courant. Alors, il a été influencé en cela parce que Jacques II d'Angleterre est arrivé. Il va venir en France avec 20 000 chiens autour de Paris. Et là, bien sûr, tous les chiens vont détruire, exploser toute cette faune. Donc une loi va finir par naître, la loi Napoléon en 1844, qui va donc interdire définitivement la chasse avec les lévriers en France. Donc il n'y a plus que quelques pays dans le monde qui l'utilisent, hein, les États-Unis, la Russie, et puis donc l'Espagne, avec malheureusement ces pratiques barbares d'exaction sur ces merveilleux chiens. La loi de 1844 ne semble pas entacher la réputation du lévrier, comme le témoignent ses peintures qui le représentent dans toute sa dignité et son amour de l'homme. Cela prouve bien que son statut dépassait largement son talent pour la chasse. Dans notre histoire, le lévrier n'est pas qu'un outil de chasse. C'est aussi un symbole de fidélité et de courage, notamment grâce à la légende du chevalier de Guinefort. Au milieu du Moyen-Âge, c'était donc un chevalier qui s'appelait le chevalier Guinefort qui part à la chasse. Et au moment où il revient de cette partie de chasse, il trouve à côté du berceau de son enfant donc du sang. Donc tout de suite, il pense que son lévrier a tué son bébé. Donc il sort son épée et il va pourfendre son lévrier. Mais vite, il se rend compte de son erreur, puisque en fait le lévrier était allé tuer un serpent qui s'était introduit dans le berceau. Le chevalier, pour se faire pardonner, va créer un grand monument en souvenir de son chien. On rapporte encore dans les années 1940 les personnes qui apportent des bébés malades dans ce sanctuaire, en espérant que le lendemain, ils vont récupérer leur enfant donc en parfaite santé. La vie artistique du lévrier perdure à travers le temps, et si on ouvre l'œil, on peut peut-être le croiser au détour d'un bâtiment ou en traversant un couloir, éternel gardien dont la pierre a su graver la noblesse. Au XIXe siècle, du fait de l'évolution de la chasse et de la loi de 1844, le lévrier n'est plus aussi répandu, surtout en Angleterre. Peu à peu, le jeu remplace la chasse et les Anglais parient sur le lévrier qui tuera le lièvre. C'est la naissance du coursing, ou PVL, poursuite à vue sur l'heure, qui sauve le lévrier en Angleterre. À l'époque, des lapins vivants sont encore utilisés. Le racing, ou course des chevaux des pauvres, fait également son apparition. En France, c'est la passion du chien et du sport qui prime. Mais aux États-Unis, en Irlande et en Australie, c'est une véritable industrie de la course qui se développe, avec à la clé de gros enjeux financiers. Un bon lévrier peut atteindre 35 000 €, sa carrière ne dépasse pas 18 mois. Une fois réformé, il est proposé à l'adoption dans le meilleur des cas. C'est en Irlande que l'exploitation est la plus cruelle.
les conditions de vie sont difficiles, l'euthanasie est courante. Cette manifestation est également l'occasion de présenter de véritables chiens en chair et en os. Sont considérés comme des destructeurs de faune. Destructeurs de faune, pourquoi? Parce que le lévrier, c'est 15 à 18 mètres secondes au niveau de la course. Donc une grande endurance également. Une hypothèse sur l'origine de la traditionnelle pendaison des lévriers galgos à la fin de la saison de chasse veut que les classes populaires s'emparent peu à peu du lévrier pour profiter de ses talents de chasseurs et manger à leur faim. Cependant, vivant dans la misère, ces familles n'avaient pas les moyens d'entretenir le chien tout au long de l'année et le tuer à la fin de la saison de chasse en attendant de s'en procurer un autre l'année suivante. Moyen simple et peu coûteux, la pendaison se serait donc répandue au fil des années. Ainsi en est-il de ce chien, autrefois vénéré par toute la société égyptienne, des pauvres au pharaon, et dont le crime pouvait être puni de la peine de mort. Ce même chien cité par Xénophon et Platon, et dont certains disent qu'il n'était autre que Péritas, le fameux chien d'Alexandre le Grand, qui bâtit une ville à son nom, comme il l'avait fait pour son cheval Bucéphale. Ce même chien respecté par les Arabes, certains écrits rapportant même que les femmes pouvaient aider les chiennes dans l'allaitement des portées nombreuses. Peint par Velasquez et Goya, cadeau de Charles Quint à son prisonnier François Ier, en tant que compagnon d'isolement, le lévrier et plus particulièrement le galgo est aujourd'hui torturé pour ses qualités qui lui valaient autrefois l'admiration de tous. Épinal, Vosges, 6h30 du matin. Étrange trafic nocturne. Nous avons organisé un déplacement pour visiter un nouveau refuge partenaire. Donc c'est 3500 km à faire en 4 jours. Donc avec un couple d'amis qui est bénévole aussi pour l'association. On ne descend jamais à vide. On a organisé des collectes dans les magasins, les animaleries. Et puis auprès des bénévoles, on a collecté tout un tas de matériel, de gamelles, de paniers, de colliers, de laisses, de couvertures. 650 kg de croquettes, 500 kg de couvertures, de paniers et autres matériels bien nécessaires. Parce que l'Espagne, paradoxalement, les nuits sont très froides. Donc de nombreux chiens aussi meurent à cause de ces conditions difficiles. Donc voilà, aujourd'hui c'est surtout un voyage aussi découverte. On sait que c'est Amigos de los Galgos. On sait que c'est une association qui a les moyens, qui elle organise elle-même des remontées de chiens sur les différents pays d'Europe. Ça n'a rien à voir avec les mouroirs que l'on peut trouver en Andalousie. Là nous allons faire une descente jusqu'à Tolède et nous allons aller vers l'est du pays, à 150 km de Tolède pour aller dans la petite ville de Pedro Muñoz. On parle de cette tradition de pendre les galgos, mais il y a également toutes les autres tortures. Ces chasseurs espagnols rivalisent d'ingéniosité dans la torture. Alors on n'y arrivera pas seul, on doit faire connaître à un maximum de personnes ces exactions pour que les choses bougent, pour que des interventions soient faites au niveau européen, parce qu'aujourd'hui c'est un problème européen. Et politiquement, c'est difficile de faire bouger les choses. L'Espagne nous dit occupez-vous de ce qui vous regarde et de ce qui se passe dans votre pays. On est au XXIe siècle, c'est un pays européen. On devrait politiquement faire bouger les choses. Mais encore un long chemin à faire. Avant de se rendre au refuge,
nous sommes allés chez une personne ne souhaitant pas que son identité ni sa maison ne soient montrées. En effet, cette personne recueille chez elle bien plus de lévriers que la limite officielle de chiens par particulier ne l'autorise. Elle pourrait être punie et ses chiens saisis, voire euthanasiés. Elle mérite tout de même d'être mentionnée, car à elle seule, elle sauve des dizaines de vies par an en replaçant les lévriers à l'adoption dans d'autres pays. Pour cette personne dévouée à l'extrême, le chien, bien plus qu'une passion, est un mode de vie. Elle s'y consacre tout entière et accepte les risques par amour pour les animaux. C'est pour nous une belle leçon de courage. Certes, les politiques ont un rôle crucial à jouer dans la protection des galgos, mais nous pouvons, à notre échelle, ajouter notre pierre à l'édifice. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Ok, salut. Tada. D'accord, ok. D'accord. Ok. Ouais, je me doute, ouais. Ouais. Refuge de Pedro Muñoz. Comme en Roumanie et d'autres pays où il y a moins de refuges pour plus d'animaux, les chiens ne sont pas dans des boxes individuelles, mais dans des enclos collectifs. Est-il étonnant de constater qu'au milieu de cette ruée vers la gratouille, les lévriers attendent, calmes, confiants ? Il est très dur de s'arracher à ce regard-là. Partir ou rester ? Tourner le dos devient une trahison. Une trahison à ces petites frimousses qui essaient de sortir de l'ombre, de l'oubli. Il n'y a pas que ceux qui rivalisent de bousculades et d'aboiements pour maintenir notre attention fixée sur eux. Il y a aussi ceux qui hésitent, partagés entre leurs besoins d'affection et leur peur de l'homme. Il y a les invisibles. Il faut changer souvent, oui. Pour être très bien. Alors quoi, je te peux le... L'olivier avoir tout très propre, très propre, très propre. En tout cas, c'est très bien tenu. Oui, chapeau. Il est temps de se mettre au travail. Parce que des couvertures, il y en a encore dans ta voiture. Ouais, bah, le souci, c'est que nous, les croquettes, elles sont en dessous. Oui, je sais. Et ça, on met ici. Ok. Tu vas donner là-bas. Et ça. Oui.
avait partagé quand on est depuis. Je ne sais pas si le lait les met dans le Des couvertures, il y en a dans l'autre remorque aussi. Des manteaux. Il y a une personne qui les fait. J'ai un truc à te donner pour Bibi, il y a marqué. Ah, ok, je l'ai donné. 60 kilos. C'est la moitié maintenant. La moitié. Et puis c'est pour les chats, c'est pour les chats, c'est de notre... Non, c'est pour les chats, c'est pour ici aussi. Les chats, Ici, ici. ok. Je suis très remerciante aux Français, c'est vrai. Peut-être construire des nouveaux. La seule aide apportée au refuge est la mise à disposition des bâtiments par la mairie en échange de l'accueil de tous les chiens errants du secteur. Pour le reste, les maîtres mots sont volonté, passion, dévotion. L'équipe de bénévoles reçoit le soutien notamment d'une association allemande qui les a aidés à aménager les locaux. Le site est surveillé par des caméras car les vols de galgos sont courants. Galgos beaucoup plus nombreux au refuge à la fin de la saison de la chasse. Avant de continuer à décharger, nous prenons le temps de faire une séance câlin poilu, et il en faut pour tout le monde. Un compte rigoureux d'égalité des caresses est tenu à jour. La gratouille, c'est du sérieux. Il y a tous des chiens, il y a des galgos de tout type. Autant que faire se peut, des chiens sont parfois promenés et passent des moments privilégiés avec les bénévoles. Ces refuges, il existait il y a... J'avais arrivé à ces refuges à l'année 2005. 2005, mais oui, d'accord. Il existait, je crois, qu'une année avant. On aide au refuge, à placer les chiens en adoption et tout. Ouais. Et on a aidé avec des factures, on a aidé un peu avec la construction de ça, à fur et à mesure qu'on a reçu des dons. Beaucoup de dons ponctuels pour faire d'opérations, pour les transports, qu'on a acheté les camions de transport. Et il y a des membres espagnols et étrangers qui donnent de l'argent. D'accord, oui, des Allemands. Des Allemands, surtout des Allemands. Oui, d'accord. Et il y a des Français aussi, et Belges, moins, mais surtout les Allemands. L'idéologie des galgueros, c'est utiliser les galgos, après ils les mettent à la fourrière, dans les meilleurs des cas, mais ils soutiennent qu'ils ne l'abandonnent pas, que seulement les donnent à la fourrière. Généralement, on peut dire qu'heureusement, il y a de plus en plus, on a pris de conscience sur le problème de la maltraitance à notre pays. Mais encore, il y a des gens très arriérés. Malheureusement, il y en a beaucoup, comme les galgueros. Ils sont des gens de l'environnement rural, peu cultivés généralement. Ces personnes ne veulent pas reconnaître la souffrance qui entraîne de faire la chasse avec les galgos. Et systématiquement, ils nient systématiquement toutes les maltraitances à laquelle ils les soumettent. Parce que pareil, le gouvernement, il fait rien pour non, pour le ça. gouvernement, il fait rien. Et il fait rien. Et Il laisse, il regarde à l'autre côté comme si rien ne se passait. Parce que les galgueros, ils sont importants, ils votent, c'est pour ça. Ils votent et tout, et il y a des groupes de pression de galgueros, et surtout sont très enracinés dans les villages de Castilla-La Mancha, où nous sommes maintenant, Andalousie et Extremadura. Sont la région d'Espagne où il y a plus de la chasse, plus de problèmes par rapport aux galgos. De plus en plus, il y en a beaucoup des adoptions, surtout dans les grandes villes, à Madrid, Barcelone et tout. On peut dire qu'en Espagne, on fait d'adoption de galgos, mais dans le nord de l'Espagne. Catalogne, c'est la première région qui a des meilleures lois pour les traitements animaux. Sont les plus avancés, Catalogne. Après, tous les pays du nord aussi, ils sont plus respectueux, on dirait. Donc il y a des adoptions comme animaux de compagnie. Mais on peut dire que par exemple à Madrid, la loi de Madrid et la communauté de Madrid, c'est l'une des plus arriérées d'Espagne. Le gouvernement de Madrid
ne permet pas de voyager avec les animaux de compagnie dans le métro, le TEVI ne permet pas qu'on va au restaurant, au bar avec nos animaux. On n'a pas pu aboutir à ça. D'accord. Et Barcelone, je crois que c'est pareil, mais il y a de plus en plus de lieux publics et on est permis d'entrer avec les animaux. C'est une indication de comment se passe la vision des gens par rapport à ça. On dit non, avec les chiens, non, pas les chiens. Et c'est ça. Il y a des régions, mais de plus en plus ça améliore. On considère qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent de faim. On considère qu'il y en a d'autres choses de quoi s'en occuper. Et maintenant avec la crise, on peut s'imaginer comment les gens pensent. Parfois, ce sont des gens qui n'ont rien à faire, qui sont un peu fous, qui sont un peu parfois hystériques, et parfois... On nous a dit de tout, mais on doit supporter tout ça. Quand on est dans ces missions, on est bien habitué à ça. Il faut se remettre au travail. Les chiens sont rentrés dans les box pendant que nous faisons le tour pour accéder à l'enclos. Tu veux que j'aille chercher le rapport? Ouais, parce qu'on va repasser les couvertures dedans et puis comme ça. Réserve maison. C'est en tout 250 kilos de croquettes et plus d'1 mètre cube de couverture qui sont déposés au refuge. Cela paraît beaucoup, et pourtant, le nombre de chiens aura vite raison de ces réserves. Proposition est faite par Daniel de fournir une climatisation à une pièce comme celle-ci, où se réfugient les chiens âgés, les malades, les convalescents. D'accord? Et ça consomme, au niveau énergie, ça consomme 1000 watts. Puis les chiens sont lâchés, et la folie des gratouilles s'empare à nouveau des cœurs, poilus ou non. Si elle l'avait un jour quitté. Vite, la course au câlin a commencé. La course frénétique de ceux qui savent qu'ils viendront à manquer. L'ordre est impérieux. Comment y résister ? Et une fois que vous en avez caressé un, c'est fichu. L'étau se resserre, se referme autour de vous. Un piège d'amour au pouvoir engluant très puissant. Pardon ? Comment ça, je suis là pour faire un film ? Ah, autant pour moi. Mais il nous faut partir. Au refuge de Tolède, Nièvre, la directrice, nous attend. Nous quittons les chiens à contre-cœur. Ce refuge où un comité d'accueil nous attend déjà, bien qu'en partie financé par la mairie et donc considéré comme municipal, est beaucoup plus dans le besoin que le précédent.
C'est donc 300 kilos de croquettes, 60 couvertures, paniers, gamelles, médicaments, compresses, solutions antiseptiques ou antipuces que nous déposons ici, aidés par une Niève émue aux larmes. La plupart des galgos sont dans cet enclos. Et ils s'empressent de déployer leur charme, chacun à leur manière. Si beaucoup de chiens sont laissés en meute dans de grands enclos, il y a derrière ces deux compères une série de box. On y trouve par exemple des chiens convalescents, comme celui-ci qui a reçu un coup sur le crâne. À journée exceptionnelle, mesure exceptionnelle, distribution de friandises pour tout le monde. Et il se passe quoi chez les galgos pendant ce temps? Ah, ça me rassure. Mais tout le monde ne participe pas aux réjouissances. Certains restent dans un coin qui les rassure. D'autres restent à l'écart, intéressés, sans oser franchir le pas. Il y a beaucoup de monde pour me filmer. Tutti e me Chonin, c'est un podenco tre Chonin, c'est très très joli. Oui, Chonin, c'est podenco. Ici, il est un podenco bien. Et les galgos, au fait, ils disent quoi? Ah oui, mais je me disais bien. Bon bah, on va aller les voir. C'est la fête chez les galgos. Mais encore une fois, la joie n'est pas dans tous les cœurs. Certains sont trop terrifiés pour s'approcher, ou même bouger lorsqu'on les manipule. Vous remarquerez que les brutos ne sont pas les galgos. Niève passe du temps avec les plus peureux pour leur apprendre qu'une main humaine peut être tendre et aimante. Voilà le plus long et le plus difficile avec les galgos maltraités, leur redonner confiance. Pour autant, un galgo ne retournera jamais sa peur en agressivité contre l'homme. Gabi, quant à lui, a décidé de terminer la distribution de friandises au calme, de l'autre côté de la grille, à l'abri des griffes acérées de certains. Malgré la douceur de Niève, la faim et la curiosité, les craintifs n'auront pas surmonté leur peur de l'homme.
Solidaires, attentifs les uns aux autres, ils semblent se protéger mutuellement. Mon mouvement trop rapide et le regard de la caméra fixé sur lui auront raison de la tentative de ce galgo, dont les séquelles ne sont pas que physiques. C'est en nous interrogeant sur leur devenir que nous les quittons, le cœur lourd. Et voilà, c'est fini. Pourtant, Karine et Gabriel s'attardent. On peut dire que tous ces lévriers les turlupinent, tout du moins. Ils tentent de résister. Mais finalement, la bienheureuse Tipi, lévrier Podenka Manetta, aura raison d'eux. Il est excellent, lui. Tu prends ça quand même? Ouais. Oui, si. C'est bon. D'abord calme et prudente, la jeune chienne prend le temps d'observer ce qu'il se passe autour d'elle. Elle s'abandonne très vite et se prend tout de suite d'affection pour Karine, qui passe beaucoup de temps avec elle pour bâtir une relation solide. Elle, qui n'a presque connu que le refuge et la vie en meute, fait preuve d'une capacité d'adaptation remarquable, joue, marche en laisse, apprend facilement la propreté. Il faut dire que la gratouille est une arme fatale, et on s'y habitue vite. Décidément très perspicace, Tipi trouve aussitôt où se situe le confort, et cela est épuisant. Le lendemain, reposée, toute timidité envolée, Tipi explore ce nouveau monde et trouve très vite les réserves et le coin cuisine, bien qu'elle n'en ait jamais connu. Morphale comme tous les lévriers qui ont manqué, elle tente bien de faire les yeux doux à Eden, la chienne de Daniel, mais ça ne marche pas. Et Tipi. Bon, je me suis dit, tiens, je vais la déconcentrer, je vais courir après et j'aurai le temps de passer dans la gamelle. Journée détente avant le grand retour. Mais la dune du Pilat ne semble pas perturber Tipi outre mesure. Et comme il est fatigant pour ses petites pattes de patiner dans le sable, elle en profite pour se faire traiter comme une princesse. Pour ébranler Tipi, il faut bien plus qu'une adoption ou un gros tas de sable. Alors peut-être un tour en bateau ? Mais ni les ballottements, ni l'immensité d'eau, les ports, ou même la vitesse ne la troublent. La vie de luxe semble aller de soi. Inébranlable, confiante, bien entourée, Tipi s'endort, tout simplement. Elle était très très craintive, très très peureuse, on a bien vu, enfin je pense que tu l'as même filmé. Oui. Elle ne se laissait pas approcher, alors c'est vrai qu'elle est craquante, elle est mignonne. Donc c'est une petite chienne qui a été retrouvée et accueillie, elle avait 25 jours, donc elle a été nourrie au biberon. Et comment on a eu faculté d'adaptation, voilà. C'est incroyable. Elle a tout de suite, elle dormait sur du béton et quelques couvertures dans les paniers. Là, elle a très vite retrouvé ses repères et son confort, aller monter sur le canapé et se mettre dans ce qui était le... Voilà, même sur le lit, sans qu'on lui demande. Donc voilà, quand on a connu l'association, on a pris à l'adoption un lévrier qui était depuis 6 mois en famille d'accueil. Donc c'est vrai qu'en plus, il était déjà bien acclimaté. Et ça s'est super bien passé avec notre bosseron qui a bientôt 7 ans. On a été très
très bien conseillé aussi, avec des mises en garde, aider surtout ces refuges qui en ont énormément besoin et dont il y a très peu de gens en France qui en ont conscience ou qui en sont informés déjà. Voilà, donc on essaye de les informer. L'essentiel aussi, c'est que ça marque, parce que c'est sûr que quand on voit des chiens comme ça, on a du mal à croire que oui, ils ont été malheureux. Alors les refuges sur lesquels on a été visité, c'est des personnes qui se donnent à fond, qui vivent plus que pour ces chiens-là. Donc c'est vrai que là, c'est encore des refuges où les chiens sont bien traités, sont propres, où ils arrivent encore à manger et à manger à leur faim. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir soutenir ce type de refuge-là, pour que justement ils puissent se sentir soutenus par des gens évidemment de l'Europe, puisque dans leur pays il y a très peu de personnes qui s'intéressent aux chiens et à ce type de refuge, quoi. C'est que nous, on essaye déjà de se mobiliser pour les aider. On sacrifie, on va dire, encore une partie de notre temps justement pour aider. Et au final, quand on les voit, on se dit que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment leur vie. Voilà, la personne avant d'être en retraite, elle rentrait le temps de midi aider, sans manger, elle allait aider au refuge. Et qui a arrêté de travailler pour s'occuper 24 heures sur 24 des chiens. Donc non, eux ils sont vraiment à 100%, et donc c'est pour ça qu'il faut au maximum pouvoir montrer qu'on peut les aider. Le soir précédant le départ, nous rejoignent Kitty, qui repère le coin cuisine, et Paola, qui repère le coin canapé. Bien installées, calmes et posées, elles ne quitteront plus cette banquette. Si vous voulez le bonheur de votre galgo, un conseil, achetez-lui un canapé, de toute façon, il finira par vous prendre le vôtre. La rencontre avec Tipeee ne pose aucun problème, les lévriers sont de toute façon des chiens très sociables, qui vivent en meute sans souci. La jeune Podenka est ravie de retrouver d'autres chiens, elle qui n'en avait jamais été séparée. Mais attention, gare à ce qu'on ne lui pique pas son adoptante. Tipeee veille avec une vigilance à toute épreuve. Chien féroce. Très détendu contrairement aux apparences, et envoûtés par le charme du canapé, les chiens sombrent peu à peu dans le sommeil. Dur de laisser les chiens derrière, parce que leurs regards, eux, restent, de véritables harpons. Mais l'apitoiement n'est pas productif. Il faut transformer la tristesse du départ en énergie positive. Se servir de la richesse des rencontres avec Loli, Niève, Nouria et leurs équipes, qui agissent sans soutien politique ni de la population, avec la seule force de leur volonté et de leur passion. Ça peut paraître bateau, mais ça ne l'est pas tant que ça. Quand on veut, on peut. Ces femmes en sont un extraordinaire exemple vivant. Leur dévouement et leur détermination sans faille sauvent quelques centaines de vies par an. Cela ne donne qu'une envie, se battre, pour leur rendre hommage, pour faire changer la situation et briser le mutisme qui paralyse le progrès. C'est gorgé de force et de résolution que nous repartons, car pour nous, le combat est plus facile. Regardez-les. Ils implorent le contact. Ils souhaitent par-dessus tout qu'on les considère, qu'on les caresse. Ils sont malheureux parce qu'ils sont seuls. Ils n'existent que dans leur élan vers l'autre. Mais regardez-les. Pas de rancune, pas de deuil du passé et d'angoisse du futur. Ne reste que l'instant présent et le désir de donner le meilleur de soi-même, d'aimer, d'être aimé. Le chien est le seul être qui vous aime plus qu'il ne s'aime lui-même, disait Fritz von Unruh. Bon sang qu'il avait raison. Ces chiens sont une leçon de vie. Le courage de Loli, Niève et Nouria est une leçon de vie.
À chacun d'en tirer le meilleur parti. Un hangar, à Villette-sur-Aube, 5h30. Une camionnette, 2 Espagnols, plusieurs dizaines de chiens. Tout juste sortis d'Espagne, ils ont été placés dans de nouvelles familles par Lévrier sans frontières. Vite, on s'active. À partir de 10h, les chiens pourront partir vers une nouvelle vie. Tout doit être prêt. Les chiens sont placés dans des boxes. Sur une feuille, leur nom et s'ils sont en accueil ou adoptés. Oui, anglais, espagnol. Ouais. Les Espagnols de la Fondation Benjamin Ménert ont tout juste pris le temps de boire un café et de prendre quelques photos avant de repartir dans leur pays. Silence, concentration, efficacité. Les bénévoles et responsables présents nettoient les besoins. Pour l'instant, les regards sont furtifs, fébriles. Puis ils leur mettent des colliers. Tout neuf, Putain. Ah, c'est toi qui l'as. C'est bon, je la tiens. Alors, attends, le bon côté. Voilà. Tu peux m'aider, Benjamin? Ils les nourrissent. Moi, à mon avis, c'était pas la bonne idée. Déjà, t'as donné un plat parce que l'autre il était en train de faire le gendarme. Ah, il y en a un qui est le gendarme? Bah oui, Plusieurs dizaines de chiens et pas un aboiement. Parfois les chiots pleurnichent, parfois un adulte se fait entendre. C'est tout. Perdus, les lévriers observent et déjà cherchent le réconfort dans la compagnie humaine, peu rancunier. On va lui remettre sa couronne? Oh, il faut lui remettre aussi toutes les pattes. Toujours? Ben, je pense que s'ils lui ont laissé... il continue à bouffer les pattes. C'est qu'il continue. 4-0. Non, il n'est pas... 173, 33. Ils sont méticuleusement auscultés par une vétérinaire qui relève la puce.
Elles aussi, les incisives, elles sont abîmées, mais ça se trouve, ils rongeaient. C'est quoi? Abîmé comment? J'ai regardé. Ah ouais. Et l'autre, c'est pire. Peu à peu, ils semblent comprendre que leur vie est sur le point de changer. Certains commencent à jouer. D'autres à réclamer des câlins, d'autres encore restent prudents, observent, attendent, l'œil triste. L'équipe leur met des manteaux. Oui, Arthur. Oh, Arthur. Oui, non, Arthur. Oui, non. D'éventuels soins urgents sont prévus, comme cette plaie à la cuisse. On va la faire tout de suite, Odile. La contrôler, vous allez chercher les papiers. Après, elle est... Après l'effervescence de l'arrivée, les chiens s'endorment, épuisés par le voyage. Par contre, j'ai peur qu'il fasse de l'hyperadaptation. De quoi peux-tu bien rêver, toi qui as subi plus d'horreur que ce que je ne pourrais endurer? Les caractères s'affirment, les taquins déploient leur art. Un stand tenu par les bénévoles vend tout ce dont les adoptants et familles d'accueil auront besoin dans l'immédiat. Des colliers spécialement conçus pour le long et fin cou des lévriers, des manteaux, des écharpes tricotées main, mais aussi des pulls, calendriers, porte-clés. Ça y est, le grand moment arrive. La première famille est là. C'est l'émotion. Les chiens le sentent très bien. Ils s'agitent, appellent, réclament l'attention, font tout pour plaire. Certains partent, d'autres attendent. Plus besoin de faire l'andouille quand on est bien.
En moins de 2 jours, ces chiens seront passés du refuge espagnol à la vie canapé, et ils s'adaptent sans souci. Mais qu'attendent donc tous ces lévriers? Ils attendent que ce leurre se mette à bouger. Nous sommes à une PVL, une poursuite à vue sur leurre, organisée par les Amis des lévriers. Le principe, vous l'aurez compris, le chien court après un leurre. Les rubans en plastique suffisent généralement à réveiller l'instinct de chasse du lévrier et à le faire courir sur plusieurs centaines de mètres. Mais parfois, une véritable peau de lapin peut être utilisée. Impatients, les chiens savent très bien ce qu'ils se trament et profitent de ces 12 instants de liberté en meute. Les membres de l'association se retrouvent au minimum 2 fois par mois sur leur terrain pour faire de la PVL et organisent régulièrement des démonstrations publiques pour sensibiliser les curieux. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus donc pour notre après-midi. Toute une enquête est faite auprès des familles. Et puis on va bien expliquer pendant 4-5 heures de temps ce qu'est un lévrier, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, là, ça aussi, sa position favorite, c'est de s'appuyer contre la jambe de son maître. Voilà, c'est fatigant la vie de chien, faut dire. Patrick Lab parle du fonctionnement de l'association et profite du cas singulier de chaque chien pour parler du martyre des galgos. Donc quand on peut faire adopter des mâles, c'est tout bénef. Et quand en plus ils sont noirs, alors c'est encore plus difficile. Quelqu'un a reconnu cette race? Un Barzoi, très bien madame, vous avez gagné un bon de réduction. C'est aussi l'occasion de découvrir d'autres races de lévriers, comme ce Barzoi, toujours utilisé à la chasse dans les pays de l'Est, ou ce lévrier afghan, gardien des camps militaires en Afghanistan. C'est lui qui inaugure l'après-midi. On installe le leurre tiré par un quad. Ensuite, donc nous allons faire courir un galgo, une galga. Aussi fébrile que les chiens dans l'attente du départ, je crois que je me disais la même chose qu'eux. Faut pas que je me loupe, faut pas que je me loupe, faut pas que je me loupe, faut pas que je... Impressionnant, hein? Vous imaginez le pauvre lapin, hein, parce qu'il a 30 chiens aux fesses. Non mais vous avez vu ce que je viens de voir là? Le galgo rentre très aimant dans le top 10 des animaux terrestres les plus rapides et peut atteindre les 70 km/h. Voilà. Donc ensuite un petit podenco à droite et puis donc un petit magyar. Ces courses leur permettent de se dépenser en s'amusant, mais aussi de stimuler leur capacité d'analyse. Oui, ce chien est un berger australien et non pas une race exotique de lévrier. Il a grandi et toujours vécu avec des lévriers, du coup il croit qu'il en est un. Le verdict du vétérinaire est sans appel, il est trop musclé. Impressionné, le Barzoi ne part pas
pas, même si 90% des chiens courent dès la première fois. Quant à Moreau, 11 ans le jour de la PVL, il fait partie des tout premiers chiens remontés par l'association 9 ans auparavant. Ah papy, donc ça fait 75 ans, hein, on a Jumin, donc j'aimerais bien encore courir comme lui à 75 ans. Une petite pause permet aux chiens de se reposer, mais tout le monde n'est pas de cet avis. C'est lui qui est couché là? La plupart préfèrent continuer de courir. Coûte que coûte. Elle nous l'a dit, là. Rendons une petite visite à Luna et ses adoptants Colette, Christelle et Léo.
L'occasion de la découvrir sous un autre jour chez elle, bien plus ouverte et expressive qu'en balade. Luna a été prise en charge par l'association Lévrier Galgo-Lorraine et sa vice-présidente Christelle Perrin. Son fonctionnement, la Galga passe d'abord un mois en famille d'accueil avant d'aller dans sa famille d'adoption. Parce que c'est la première fois où elle rentre dans une maison, elle découvre une maison, la vie dans une maison comme les autres chiens. Oui, oui. Donc voilà, après, je pense qu'elle ne veut pas nous perturber en nous mettant un chien comme ça dans les bras, débrouillez-vous avec. Il faut des étapes, c'est vrai, elle a raison, parce qu'un chien, c'est beau un chien, c'est mignon, mais il y a beaucoup de gens après ils disent mais on a un chien entre les mains, il n'est pas capable d'être propre, il n'est pas sociable, il n'est pas, on ne sait pas. Il n'a jamais vécu en famille ni dans une maison, donc voilà. Donc il y a toujours cette étape de famille d'accueil pour que l'adoption soit parfaite. Après, qu'elle essaye d'être parfaite. L'association en Espagne, ils ont trouvé Luna, enfin Mercedes, parce qu'elle s'appelait Mercedes, ils l'ont baptisée comme ça, parce que là-bas ils ne portent pas de nom les chiens. Elle était errante, donc ils l'ont capturée, ils l'ont mis au refuge. À la Camada. Donc à ce moment-là, nous, comme on voulait une bringée qui a été bringée, ils ont proposé à Christelle pour l'adoption. Ils ont envoyé une photo. Christelle nous a envoyé une photo, donc la photo de Mercedes. Du moment où ils savaient qu'on allait l'adopter, elle serait pour nous, ils l'ont cachée. Donc ils l'ont mis dans une cage, dans un hangar, pour pas que les galgueros, comme ça qu'on les appelle, galgueros, puissent la récupérer. Et lui refaire du mal à nouveau. D'accord. Ils sont toujours à la recherche des chiens qui ont été capturés par le refuge pour leur faire du mal. Donc il fallait absolument qu'elle remonte en France. Ça devenait craignos pour elle. Parce qu'on est arrivé sur la période de chasse. Donc là, ils sont surtout à la recherche des chiens. Elle est remontée par La Rochelle en Normandie, dans sa famille d'accueil. Donc là, on avait des photos tous les 2 jours. On se téléphonait aussi, des coups de téléphone. Et puis un mois après, donc le 1er décembre, on est allé la chercher chez Christelle. Et au moment d'arriver chez elle, elle nous a dit soyez prêtes les filles, Luna est là. Donc on arrive pratiquement en même temps qu'elle. Voilà. Ça doit être magique. Oui, ça, quand vous l'avez magique. vu pour la première fois, en vrai, vous oui, avez... ça fait bizarre parce que on l'attendait tellement. Ça fait comme une naissance. Ouais. C'est ça, une naissance. C'était les mois les plus longs. On tremblait tous les jours. On se disait mais on va la voir. Est-ce qu'on va la voir? Par un moment, on n'avait plus de nouvelles. On se dit mais c'est pas possible. On nous a oubliés. On l'aura plus. Et elle est venue tout de suite avec nous. D'accord. Vers nous, comme si elle savait que c'était sa famille. Parce qu'il y avait d'autres chiens avec elle qui sont montés avec elle. Et c'est elle qui est venue vers nous. Au départ, je voulais pas de lévrier. Déjà, j'aimais pas les gros chiens. Voilà. Et puis à lévrier, je trouvais pas ça beau, quoi. Pour moi, c'était sans plus. Comme moi, c'est maigre, c'est une queue de rat. Moi, c'est ce que je pensais au début aussi. Et en découvrant toutes les souffrances qu'ils ont eues, comment ils étaient traités là-bas, puis leurs yeux pleins d'amour, quoi, parce qu'ils ont les yeux pleins d'amour, ces chiens-là. Et ça marque, ça touche, donc on adopte. On craque. Et c'est vrai que maintenant, on s'en passerait plus. Elle a réussi à conquérir ma mère, alors que quand on lui a dit qu'on allait avoir un gros chien, un 3e et un gros chien, on ne l'a pas vu pendant plus de 2 mois. Ouais. Ah ouais? Oui. Elle ne voulait plus venir. Donc on lui a expliqué, on lui a démontré que c'était un amour de chien. Puis petit à petit, ils sont revenus chez nous, puis elle a bien vu qu'elle a craqué. Luna, elle allait vers elle. Elle lui sautait dessus. Ah ouais. Donc, elle mettait les pattes. Puis elle cherchait les caresses. Elle cherchait les caresses. Et elle l'a jamais fait à mon papa, mais elle le faisait à maman. Voilà. L'air de dire, tu vois, finalement, on n'est pas le lévrier n'est pas méchant. Maintenant, c'est vous n'avez pas pris la fifi, vous savez la fifi. Voilà. Maintenant, elle est complètement conquise. Et c'est vrai que les garçons, c'est pareil. En voyant Luna, en leur expliquant ce qu'elle a vécu, comment on l'a sortie, là, ça marque. Oui, puis quand on prend la peine de s'y intéresser, puis de dépasser le truc, on voit ses côtes. Les gens, ça les marque. Les gens sont... Bon, en même temps, on peut y résister. On peut pas résister. On peut pas, franchement. Aujourd'hui, Luna n'a plus du tout l'air traumatisée, loin de là. Pourtant, parfois, l'angoisse revient. Un pot d'échappement, par exemple, un bruit assez fort. Le chèvrefeuille qui lui a passé autour du cou et ça a été. Elle a eu un moment de stress et elle a gémi ici, mais vraiment d'une façon qui voulait dire
ça va pas là, faites quelque chose quoi. Et Elle se sentait prise en fait. La première fois que tu es allée chercher Léo à l'école, elle était le nez au grillage, et elle était comme paralysée. Et ça lui a rappelé certainement un passage de sa vie. Dans ses yeux, il n'y avait plus rien. Ouais, c'était un vide. Comme si elle s'était retrouvée enfermée, comme elle était enfermée avant, je pense. Peut-être. Ça a dû lui rappeler quelque chose de grillage. Oui, dans ses yeux, c'était plus elle, plus la chienne heureuse d'être chez nous, comme si elle était enfermée dans une cage. Même si elle est bien nourrie, elle a l'instinct de voler. Dès qu'elle peut pouvoir se nourrir, elle se jette dessus, en voulant dire au moins j'aurai mangé. Si je reste des jours sans manger, c'est pas grave, au moins là je mange. Voilà. Le pain, elle adore le pain. Le malheur de laisser le bout de pain à la cuisine sur la table, elle va venir me le voler. De toute façon, toute nourriture, je suis obligée de cacher. Je ne mets pas ça à hauteur parce que c'est même pas la peine. Ils sont tous comme ça. De toute façon. Ça reste longtemps. Qu'elle peut prendre le jour-là, elle le prend. Voilà. Parce que le pire pour eux, je pense que c'est ne pas de manger. Comme dit Christelle, ils ont dû lécher des cailloux, un petit bout de pain qui traînait dans la rue, hop, et ils se jetaient dessus. Parce qu'on nous a dit à l'évrier, ça ne se dresse pas. Ça ne se dresse pas, ça ne s'éduque pas. D'accord. Ben, on est désolé, ça se dresse et ça s'éduque. Et elle comprend. Et Luna est une chienne qui a une faculté d'apprendre qui est phénoménal. incroyable. Comme elle nous fait comprendre certaines choses. Si elle a envie d'aller courir, elle vient nous chercher, elle regarde là-bas. On va jouer? Oui? Tiens, tu vois? On va jouer? On va jouer? Oui? On va jouer. On va jouer avec Luna? Luna? Oui, oui. Allez, Luna, on va jouer? Viens Luna, oui! Allez, allez Babal, oui! Allez, à porte, oui! C'est bien Luna! Elle est bien, ça joue tout seul. D'accord. Joue! Ouais, allez! Les voir comme ça, c'est... Ah, c'est magnifique! Ouais. Magique! C'est ça. Lui faire oublier tout ce qu'elle a vécu. L'association donc pouvait revenir voir Luna si elle était heureuse, si elle était entre bonnes mains. Moi je dis que c'est bien que l'association dès le départ, ils sont très près de leurs chiens et ils sont encore très près d'eux quand ils sont une fois adoptés. Et si ça va pas, ils retirent le chien de leur famille
Ah, ma fifi. Oui, ça arrive qu'il les retire carrément. Le chien qui était maquillé, elle a dit non. Ah oui, qu'il y avait le vernis là. On ne peut pas laisser un chien, Ouais. que c'est pas une poupée quoi. Ils reprennent le chien pour le replacer à nouveau quand même. Oui, parce que même Christelle, un coup, elle me racontait, il y en avait une dame qui avait adopté une chienne. Ah oui, non, qui voulait adopter un chien, mais un chien, elle voulait que ça se voit qu'il ait souffert. Et il n'y avait pas de chien les chiens n'allaient pas parce qu'elle disait non, celui-là, ça se voit pas qu'il a souffert. Ah oui, d'accord. Elle voulait. Elle voulait absolument un chien qui avait. Ouais, genre le chien, 3 pattes, des cicatrices partout, pour montrer. Qu'elle a adopté un animal. Oui, ça c'est n'importe quoi. Mais bon. Non, le but, il n'était pas de montrer quoi que ce soit aux gens. Bah oui. C'était pour sauver Luna, ok, mais puis l'amour on de l'a la sauvée. bête, On l'a sauvée, elle est bien, tant mieux. Sinon, c'est pas, comme on dit, c'est pas un objet, c'est un être vivant. On essaye d'échanger aussi les expériences. Les expériences de nos chiens. Et puis on cherche aussi à voir les différences, voir comment on peut peut-être améliorer des choses. Et c'est vrai que je remarque beaucoup ça chez les gens qui ont des lévriers, l'échange qu'il y a entre nous, ce qu'on fait avec le nôtre, et eux, ce qu'ils font avec le leur. Et ça peut nous apporter des solutions aussi. En confiance, le galgo est souvent fusionnel avec son adoptant. Éternelle reconnaissance est une véritable boule de tendresse. Dès qu'elle est sortie dehors, la chienne, où elle est? Elle va monter à l'étage, elle ne la voit pas, elle redescend, elle va venir au carreau de la cuisine, les pattes sur le radiateur, elle va chercher partout, elle ne la voit pas, elle repart au salon, elle se met le nez au carreau de la porte-fenêtre parce qu'elle se dit peut-être qu'elle est de l'autre côté, donc elle recherche. Je dis non, elle n'est pas là. Et au bout d'un moment, elle va se coucher dans la buanderie, dans sa niche, puis elle attend. Du fait qu'elle est très attachée à moi, j'ai été malade une journée, mais elle a passé la journée contre moi. Ah ouais? Au lit, contre moi. Ouais, Christelle disait que c'était des chiens éponges qui ressentaient tout et... Oui, c'est vrai. Ouais. Et ils restent toujours stables, toujours de la même humeur, toujours de la même... Le galgo, oui. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment un grand calme, un grand... Il n'y a pas de saut d'humeur. Alors des fois le Diego il vient vers elle, s'il est couché sur le transat, elle vient vers lui et il lui lèche dans l'oreille, l'intérieur de l'oreille. Ah bon? Et, tu vois, voilà. Ah oui, d'accord. Elle adore ça. Et de temps en temps, elle va vers lui. Regarde ce qu'il y a. Tiens, regarde, là, fais des bisous là. Oui, voilà. Oui. Vas-y, là, elle est en train de lui lécher l'oreille là, tu vois. Regarde, elle aime bien. Voilà. Oui, c'est bon ça. Oui, c'est bon ça. Oui, ah ouais. C'est bon. Voilà. D'accord. Alors là, il retourne en voulant dire tu recommences. Voilà, tu vois. De plus en plus de gens sont informés et sensibles à la cause du lévrier grâce au travail acharné des associations et aux bouches à oreille qui en découlent. Mais rien ne changera pour les chiens tant que rien ne changera chez les politiques. C'est pourquoi chaque année, depuis 2012, plusieurs dizaines d'associations se retrouvent au Parlement européen pour manifester. Des Français, des Belges, des Espagnols, mais aussi des Suisses, des Allemands, des Anglais et parfois même des Italiens défilent dans les rues avec leurs lévriers. En 2012, selon le CREL, association organisatrice de l'événement, la première édition de cette manifestation européenne a réuni 46 associations européennes, une australienne, avec 9 pays représentés, pour un total de 400 à 1000 personnes et 600 lévriers selon les sources. Une pétition de plus de 40 000 signatures a alors été remise à Madame Striffler, députée européenne, afin qu'elle parvienne au ministre de l'Agriculture espagnol, Monsieur Cañete. La marche de 2013 s'organise en soutien à la déclaration écrite de Madame Striffler, demandant, selon ses termes, l'arrêt immédiat de la torture et des mauvais traitements infligés aux lévriers en Europe. Seuls 220 députés européens signent cette déclaration, la rendant caduque. En 2014, entre 200 et 250 personnes avec une centaine de chiens se mobilisent. En 2015, il y a entre 150 et 200 personnes. Les Espagnols, eux aussi, ont leur manifestation annuelle à Barcelone. Ils semblent se sentir de plus en plus concernés par la cause animale, au vu de l'essor du parti PACMA, le parti animaliste contre la maltraitance des animaux.
Ce parti, engagé notamment dans la protection des galgos et autres chiens de chasse, a remporté en 2015 2 fois plus de voix qu'aux dernières élections générales de 2011. Oui, l'humain, c'est de l'égoïsme, des pulsions violentes, une boule de nerfs qui ne sait plus ce qu'elle veut ni ce qu'elle peut, qui se fracasse contre le monde dans sa course paniquée pour vivre, qui cherche à étendre ses ramifications au lieu de s'intégrer. Oui, mais pas que. Être humain, c'est aussi être porteur d'espoir. On a beaucoup à apprendre des chiens et des galgos. Vivre dans l'instant, pardonner, aimer, rester fidèle quoi qu'il advienne, apprécier les plaisirs simples, faire de son mieux, parce que c'est la seule façon d'être en paix. Nous pouvons apprendre d'eux parce que nous avons une conscience du passé, du présent, du futur. Nous pouvons comprendre. Il n'y a pas que le monstre exhibé aux journaux télévisés, livré en pâture sur Internet. Il y a peut-être un galgo en chacun de nous, qui dans le fond cherche juste à être aimé et à aimer en retour. On ne comprend pas qu'un galgo suive son tortionnaire au lieu de le fuir. On aimerait qu'il se révolte et sorte de sa coquille de doux chien timide et paisible. Mais non. L'affection en réponse à la haine. Malgré toutes les tortures subies, il est prêt à pardonner. Pourquoi rester toujours si pacifique face à tant de cruauté ? Pourquoi rester si serviable avec celui qui frappe et abandonne ? Le galgo reste un mystère. Un poète dirait sans doute que son espoir ne se brise jamais. Une main tendue et il est prêt à tout recommencer. Qu'en est-il de nous ?